l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de partir des limites physiques du territoire pour construire sa trajectoire. Avant de chercher à trouver davantage de ressources, il faut travailler à diminuer les besoins. Là, l'idée, c'est bien de faire de l'écologie la matrice de toutes les actions pilotées par les collectivités. Et c'est là, en ce début de mandat, à partir d'un état des lieux et des limites physiques de son territoire, que l'on peut travailler le récit, que l'on peut définir ou redéfinir ce qui fait la bonne santé d'un territoire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast produit et réalisé par France Ville et Territoires Durables. Considérant que les transitions écologiques, énergétiques, sociales passent avant tout par la transformation des modèles économiques, l'association des parties prenantes publiques et privées, donc France Ville et Territoires Durables, a mené un groupe de travail sur comment repenser un territoire productif et régénératif. L'association a choisi de produire un livrable sous forme de podcast à destination des décideurs publics, des élus et des services, en donnant la parole à des experts, professionnels et acteurs de terrain pour vous partager des outils, des méthodes et des retours d'expériences inspirants et ainsi montrer comment bifurquer, penser autrement le développement et viser l'équilibre territorial. Un équilibre entre le respect des limites physiques d'habitabilité et la réponse aux besoins des habitants. Mieux connaître la réalité physique de son territoire, ses atouts, ses faiblesses, ses vulnérabilités et surtout les ressources disponibles. Voici la thématique de ce second épisode qui nous invite à nous pencher sur la question du diagnostic. Pourquoi l'étape du diagnostic est devenue aussi centrale dans les projets d'aménagement ? Comment l'accès aux données liées aux réalités physiques du territoire est une condition sine qua non pour concevoir et réorienter si nécessaire les projets ? C'est autour de ces questions que nous aurons le plaisir d'échanger avec David Lebras, délégué général de l'ADGCF, l'Association des directeurs généraux des communautés de France, et Jason Sagnez, coordinateur du programme Territoire et Administration publique au sein du Shift Project. Et nous terminerons avec un témoignage d'une collectivité avec Dorothée Aubry, directrice générale adjointe de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Donc une question pour tous les deux pour démarrer. Pourquoi la connaissance fine de la disponibilité des ressources locales, matière, énergie, eau, foncier, biodive et aussi les compétences est-elle devenue un préalable indispensable pour penser un territoire durable, habitable et surtout résilient ? Merci tout d'abord à France Ville et Territoires Durables de m'avoir convié à cet échange. Alors, la question, connaître les ressources territoriales grâce au diagnostic, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui un préalable indispensable ? Peut-être tout simplement déjà parce que les modèles d'aménagement traditionnels ne permettent plus précisément la préservation des ressources locales. Alors pourquoi ? Parce que ces modèles historiques qui ont été pensés après la Seconde Guerre mondiale sont fondés sur des logiques extensives. Toujours plus de population, toujours plus de construction, toujours plus de développement. Et ça, historiquement, c'est ce qui définit la bonne santé d'un pays ou d'un territoire. C'est même ce qui sous-tend notre modèle fiscal, et ça c'est important me semble-t-il de le rappeler, c'est-à-dire que ce qui fait croître les indicateurs et qui permet d'avoir plus de taxes ou de dotations, c'est précisément la construction, c'est le développement. Puis donc ce modèle, me semble-t-il, n'est plus compatible aujourd'hui avec l'idée de préservation de nos ressources. Il est même en contradiction avec sa condition première aujourd'hui, qui est celle de l'habitabilité. L'habitabilité de notre planète évidemment, l'habitabilité de tous les vivants, humains et non humains, puisque c'est bien notre avenir qui est en jeu. Alors pourquoi, pour répondre précisément à votre question, pourquoi est-ce que la connaissance fine des ressources locales est-elle un préalable nécessaire à la question de l'eau, de l'énergie, du foncier, de la biodiversité, etc. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien de partir des limites physiques du territoire pour construire sa trajectoire, c'est-à-dire pour sortir d'une gestion traditionnelle des externalités négatives du développement, pour objectiver et territorialiser les limites, observer le vivant humain et non humain, ce qui implique de changer radicalement, fondamentalement les codes de l'observation territoriale et de passer d'une culture de l'inventaire à une culture de la compréhension des dynamiques propres au non humain. Cela suppose également de renouveler l'exercice de notre représentation et de cartographie du vivant non humain. Évidemment, sortir des représentations horizontales, être plus dans une représentation verticale qui entre dans les sols. Ce qui permet de diagnostiquer les activités humaines compatibles avec la préservation des ressources, d'identifier également les conflits de soutenabilité, d'exprimer clairement ce à quoi on est attaché et ce à quoi on est prêt à renoncer, et puis évidemment, à partir de ce diagnostic initial, d'organiser la maîtrise publique de nos ressources. Donc Jason Sagnez, une réaction. David a parlé de sortir de l'inventaire pour aller vers de la compréhension.
Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors merci également pour l'invitation. En effet, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos activités, elles reposent sur des ressources physiques. Du bois pour construire et utiliser tout un tas d'objets, du sable pour la construction, de l'eau pour vivre ou encore pour faire pousser du vivant, etc. S'agissant des ressources énergétiques, nos activités reposent aujourd'hui à 70% sur des énergies fossiles, pétrole et gaz principalement. Donc pour penser des territoires résilients face aux enjeux climat et énergie, il va falloir entre autres se passer de ces énergies fossiles et donc se tourner vers d'autres ressources qui permettent de produire des énergies décarbonées. Du vent, du soleil, mais aussi de l'eau, du foncier pour produire de l'électricité, de la biomasse agricole pour produire par exemple du biométhane ou des biocarburants qui vont être utilisés pour les transports, du bois pour décarboner une partie de la construction. Or, quand on parle de ces ressources locales, eau, foncier, bois ou produits agricoles, ces ressources, elles sont en quantité limitée, elles sont inégalement réparties sur le territoire et elles sont déjà réservées à certains usages et principalement des usages qui sont non énergétiques. Et en plus de tout ça, leur disponibilité va être impactée par les effets du changement climatique. Donc, on comprend bien que lorsque les acteurs s'engagent pour rendre leur territoire plus résilient, ils comptent plus ou moins implicitement sur ces ressources. Il y a donc un enjeu à bien connaître à la fois les besoins et la disponibilité locale de ces ressources, mais aussi plus largement les besoins et la disponibilité de ces ressources au niveau des territoires voisins, que ce soit à l'échelle nationale et aussi au-delà. Le risque sinon, c'est de voir émerger dans le temps des tensions sur ces ressources, et par exemple on le constate parfois sur certaines d'entre elles, je pense notamment à l'eau. Ces tensions peuvent amener jusqu'à des conflits d'usage, c'est-à-dire des situations où les besoins sont plus importants que les disponibilités, et il y a une forme de concurrence entre les acteurs. C'est par exemple ce qui pourrait arriver avec d'un côté un développement sans limite de centres de données qui nécessitent une grande quantité d'électricité, mais aussi d'eau, pour fonctionner. Voilà pourquoi les diagnostics sont nécessaires pour anticiper et limiter ces tensions ou ces conflits d'usage. David a commencé à parler de cette notion d'habitabilité, qui est une notion aussi très chère à l'association. Donc pourquoi et comment placer cette notion d'habitabilité au centre des décisions et en quoi cela change-t-il concrètement la manière de piloter l'action publique locale et fait émerger des nouvelles formes de coopération ? Bien, disons que l'habitabilité, ce sont les conditions écologiques, sociales et économiques qui rendent vivable un espace. C'est à mon sens l'enjeu politique qui doit déterminer tous les autres. Il n'y a pas de plan B. Donc faire de l'habitabilité la matrice, le référentiel de l'action publique locale, cela implique en effet un changement de modèle, passer de la collectivité ou de l'élu bâtisseur-bâtisseuse à la collectivité ou à l'élu protecteur-protectrice. C'est un vrai basculement culturel. Difficile parce qu'il y a un aspect toujours très positif à la construction, c'est une activité créatrice, il y a presque une sacralité en réalité de la construction. Et là, il ne s'agit plus de bâtir, mais de protéger les populations et l'existant. Ce qui me renvoie aux travaux de Jérôme Denis et de Daniel Florentin sur l'âge de la maintenance. Au regard des contractions budgétaires, les projets des élus sur ce mandat, ce sera moins de construire que de maintenir un fonctionnement de l'existant. C'est-à-dire tout ce qui relève des équipements, tout ce qui relève de la tuyauterie qui est liée à l'eau, à l'énergie, etc. Donc c'est une autre forme d'action pour les collectivités territoriales. C'est également une autre forme d'action évidemment pour l'intercommunalité, peut-être moins une intercommunalité de projet, en tout cas une intercommunalité de projet davantage patrimoniale. Et ça, c'est un vrai changement. Alors en quoi cela change-t-il concrètement la manière de piloter l'action publique locale ? Cette dimension protectrice ou patrimoniale, elle mène à un pilotage plus humano-centré de l'action publique avec d'autres formes de développement. Comment bien se loger, comment bien se soigner, comment bien respirer, comment bien s'éduquer. Et donc, cela pose la question de la protection, des limites physiques de mon territoire, et donc cela pose la question des coopérations et du partage des ressources entre des intérêts catégoriels différents, ou comment on construit des compromis et non plus des consensus. C'est peut-être là la nouvelle responsabilité des intercommunalités. Quand je dis intercommunalité, c'est intercommunalité en sens large, les EPC évidemment, mais également les PI, les PETR, les SCOT, que de construire aujourd'hui un nouveau Parlement des ressources ou de se constituer comme Parlement des ressources, c'est-à-dire le lieu de réunion des intérêts catégoriels divergents et de la construction des compromis. Et ça, c'est un nouveau sens pour l'action publique locale. Merci beaucoup. Jason Sagnès, donc une connaissance plus éclairée pour piloter dans un contexte qui, on le sait, un contexte politique, énergétique, de plus en plus instable et incertain.
Donc mieux connaître les ressources disponibles, leur évolution, et tu en as parlé, pour anticiper les tensions et les conflits d'usage. Donc comment on planifie à partir des ressources locales? C'est à cette question que le Shift justement a répondu autour des travaux d'Atlas 2050. Donc, Jason, peux-tu nous présenter ces travaux et nous dire ce qu'on peut trouver dans cet atlas? Alors, ce que je peux vous présenter dans nos travaux, c'est 3 principaux enseignements. Le premier enseignement est celui que j'ai commencé à évoquer précédemment. La décarbonation va déplacer les contraintes vers des ressources qui sont locales. Dans nos travaux, on montre que la décarbonation peut créer de nouvelles concurrences avec la biomasse agricole, entre l'alimentation, les carburants ou le biométhane, avec le bois, entre le bois de construction et le bois de chauffage, entre des usages pour l'électricité, principalement dans les territoires industriels. Ces conflits d'usage, ils ne sont donc pas uniquement sectoriels et nationaux, ils sont localisés. Et ce n'est pas les mêmes territoires qui sont concernés en fonction que l'on traite de l'eau, de l'électricité ou encore du foncier. Un deuxième enseignement, c'est que la meilleure façon d'éviter les conflits est de réduire la pression sur les ressources. Dans notre rapport, on insiste sur un point. Il est à minima incertain, si ce n'est risqué, de compter sur les importations ou la hausse de la production ou de la disponibilité locale de chacune de ces ressources pour résoudre ces tensions. Cela revient en réalité à déplacer les dépendances et les vulnérabilités ailleurs. Donc, avant de chercher à trouver davantage de ressources, il faut travailler à diminuer les besoins. Cela va passer par l'efficacité, par exemple avec la rénovation thermique, ou l'efficacité dans les procédés industriels plus performants, la rénovation des réseaux d'eau, ou encore le report modal de la voiture vers des transports en commun ou des mobilités actives. C'est également des leviers de sobriété, c'est-à-dire le fait de revoir ces usages à l'aune de ces besoins pour pouvoir limiter les ressources qu'on mobilise. C'est le cas notamment par exemple avec la sobriété foncière. Autrement dit, la sobriété et l'efficacité ne sont pas seulement des leviers de décarbonation, ce sont aussi des outils de prévention pour ces conflits d'usage. Et le troisième enseignement, c'est qu'il faut organiser explicitement les arbitrages qui vont être à mener. Parce que malgré tous les efforts qui pourront être faits pour limiter les tensions, il faudra nécessairement, et à un moment donné, faire des choix entre différents usages. Il va s'agir donc de définir des usages prioritaires pour chaque ressource, en se posant la question de comment on fait pour répondre mieux aux besoins des habitants. Il va donc falloir rendre ces arbitrages transparents et stables. Et surtout, il faudra vérifier que les besoins cumulés de tous les secteurs restent compatibles avec les ressources qui sont réellement disponibles. C'est ce que nous on appelle le bouclage, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que la somme des besoins en biomasse, en eau, en sol, etc. n'excède pas ce que les territoires collectivement pourront fournir afin d'éviter ces conflits d'usage avant qu'ils ne surviennent. Et donc au fond, la transition, elle va nous faire passer d'un monde où les contraintes étaient largement externalisées, via les importations notamment d'énergie fossile, à un monde où les contraintes deviennent visibles et locales. Charge aux acteurs et aux décideurs de prendre la responsabilité de mener ces arbitrages. Et donc pour éviter que ces contraintes ne se transforment en conflits d'usage, il faut contenir les besoins, clarifier les priorités d'usage et mettre en place une planification par les ressources locales, articulée entre les territoires et l'échelle nationale. Alors, dernière question pour vous deux en guise de conclusion. On a évoqué évidemment pas mal de leviers, Jason, sobriété, efficacité, limiter les besoins, faire des choix évidemment entre différents usages. Quels seraient donc selon vous d'autres leviers qui permettraient de passer vers une accélération, des accélérations des démarches justement de diagnostic et que ceux-ci soient vraiment pris en compte dans les décisions politiques? Pour conclure, moi je retiendrai 4 principaux leviers à la main des élus et des services des collectivités pour avancer sur cette question de l'amélioration de la connaissance et de sa prise en compte dans l'action publique. Le premier, c'est de venir mutualiser les compétences pour obtenir et pour analyser la donnée. Ces données, elles ne sont pas nécessairement simples et accessibles à obtenir. Il y a un travail à faire entre l'échelon de la commune et des intercommunalités, entre la commune et le département, pour venir identifier, construire et analyser cette donnée. Le deuxième levier, c'est de s'appuyer sur les données qui sont existantes pour affiner la planification à l'échelle locale. Je pense notamment au PCAET, au plan climat air énergie territoriaux, mais également à une vision plus opérationnelle et plus politique qu'on peut retrouver dans un projet de territoire qui va in fine guider l'action et les politiques publiques localement.
Ensuite, il y a un enjeu à pouvoir communiquer et coopérer entre les acteurs au sein d'un territoire et entre les territoires. Enfin, il y a un dernier élément, un levier à leur main pour exiger du cadre national que ce cadre-là mette à disposition des données plus territorialisées sur des activités de consommation et de production. Je pense par exemple à des données de consommation d'énergie du secteur du fret qui aujourd'hui manque, en tout cas nous a manqué quand on a essayé de réaliser ces travaux territoriaux. Des données qui sont consolidées et homogènes pour qu'on puisse parler de la même chose et de la même façon et ainsi mettre en dialogue à toutes les échelles et entre tous les acteurs. Et alors ce que nous on essaye de faire de notre côté, en miroir de ces leviers, c'est de mettre à disposition des indicateurs. On a une plateforme qui est relayée dans le cadre de Cap Territoire Durable qui s'appelle Territoire au futur et qui permet, en renseignant le nom de sa commune, d'avoir un diagnostic de vulnérabilité ou au contraire de résilience de son territoire sur les enjeux énergétiques et climatiques, y compris sur ces questions de ressources qu'on a traitées aujourd'hui. Je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Jason. L'outil, le levier qui permet aujourd'hui d'articuler les enjeux de connaissance, d'observation, de changement de modèle, de coopération et d'intégration des parties prenantes, c'est à nos yeux, aux yeux de l'ADGCF, c'est le projet de territoire. C'est cette vision, cette trajectoire définie par les élus d'une intercommunalité. À condition bien sûr de sortir l'écologie de sa dimension sectorielle, c'est-à-dire que historiquement les projets de territoire étaient toujours construits en 3 parties. Une première partie développement, une deuxième partie cohésion et une troisième partie développement durable. Là, l'idée, c'est bien de faire de l'écologie la matrice de toutes les actions pilotées par les collectivités et donc les intercommunalités. Et c'est là, en ce début de mandat, à partir d'un état des lieux et des limites physiques de son territoire, que l'on peut travailler le récit, que l'on peut définir ou redéfinir ce qui fait la bonne santé d'un territoire, que l'on peut redéfinir le rôle de l'élu et que l'on peut nouer des alliances intra- et interterritoriales qui permettront de répondre à l'enjeu de l'habitabilité. Et la DGCF, qui a piloté des ateliers comme France Ville et Territoires Durables en région, qui a également conduit la démarche « Et si la transformation écologique était la matrice des politiques intercommunales », a décidé d'aller un peu plus loin justement autour de cette problématique du projet de territoire, puisque nous avons réalisé un guide méthodologique qui est consacré à cette nouvelle génération de projets de territoire qui sera présenté à Vannes début juillet dans le cadre de nos universités, des directeurs généraux, des intercommunalités, des communautés et des métropoles. Nous irons ensuite l'expérimenter dans des territoires tests, en espérant qu'il y ait un effet d'exemplarité. Mais à nos yeux, le levier principal en ce début de mandat, encore une fois, celui qui permet d'articuler les enjeux d'observation, de changement de modèle et de coopération, c'est le projet de territoire qui va focaliser le bloc local durant la prochaine année. Alors justement, faire projet de territoire, donc direction le Grand Narbonne avec Dorothée Aubry qui est avec nous en ligne, directrice générale adjointe de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, qui nous fait le plaisir de participer à ce podcast et témoigner de son expérience autour de Cap Territoire Durable, une démarche multipartenariale pilotée par France Ville et Territoires Durables avec notamment la DGCF, le Shift Project, la Fédération nationale des agences d'urbanisme et un certain nombre d'autres acteurs stratégiques engagés dans les transitions, qui rassemblent sur une même plateforme gratuite et en accès libre un ensemble d'outils, bases de données, indicateurs autour de 4 panoramas environnementaux, socio-économiques, nouveaux risques et adaptations et ressources pour renforcer les diagnostics territoriaux et dans un contexte de fortes contraintes budgétaires de proposer une grille de questionnement comme aide à la décision. Alors Dorothée, à partir de votre expérience, comment les collectivités peuvent-elles concrètement consolider leur projet de territoire à partir d'un diagnostic complet et comment cela s'est traduit au sein du Grand Narbonne ? Bonjour et merci pour votre invitation. Donc le Grand Narbonne est une communauté d'agglomération de 134 000 habitants. C'est un territoire de près de 1000 mètres carrés soumis à de nombreux aléas. Le recul du trait de côte, le territoire couvre tout le littoral audois, un stress hydrique, la précarité énergétique, le vieillissement et bien d'autres. Donc dans la perspective du nouveau mandat et donc de la rédaction du prochain projet de territoire, nous avons anticipé et travaillé depuis mi-2025 en constituant une équipe projet pour élaborer un diagnostic de territoire et compiler un maximum d'éléments en vue d'accompagner l'arrivée de nos nouveaux élus.
Donc, nous avons eu l'opportunité d'être collectivité test de la démarche 4 territoires durables, portée par France Ville et Territoires Durables, en partenariat avec une partie de l'équipe de l'association qui nous a accompagnés. Cette plateforme offre un panorama complet des données utiles à la transformation écologique et économique des territoires. Donc cet outil nous a donné un cadre au travail de diagnostic en organisant la compilation des informations et des indicateurs en 4 thématiques que vous avez citées en introduction. Donc pour chacune d'entre elles, le territoire organise les indicateurs en sa possession. Et je tiens franchement ici à remercier l'équipe de France Ville et Territoires Durables, parce qu'ils nous ont aidés à répertorier, à relire tous nos documents, à analyser les données. Et ça a été un gros travail. Parce qu'en effet, nous avions de nombreux documents de cadre, des schémas directeurs existants dans les directions pilotes, mais en fait, ils sont rarement partagés de manière transversale. Et en fait, il n'y a pas non plus un recensement exhaustif. Donc, cet état des lieux nous a permis de travailler avec toutes les directions pour inventorier les documents existants, ceux qui nécessitaient une actualisation, et ensuite d'effectuer un tri dans nos indicateurs. Parce que souvent, en fait, on liste trop d'indicateurs et ils sont compliqués à mettre à jour, à actualiser, à suivre. Bon, en résumé, la démarche nous a permis de travailler en transversalité pour casser cette logique de travail en silo. Nous avons complété ces données par des ressources en open data, avec des liens qui sont recensés sur la plateforme Cap Territoire Durable. C'est un important travail que la responsable de projet a compilé pour avoir un maximum de données à jour. Nous avons ensuite compilé le reste des résultats avec l'équipe projet et notamment les équipes du service géomatique du Grand Narbonne et la personne en charge du SCOT qui nous ont beaucoup aidés. Et enfin, France Ville et Territoires Durables a détecté un manque d'indicateurs sur la partie risque. Et ils nous ont proposé un partenariat avec la Banque des Territoires pour effectuer une étude complémentaire et en fait enrichir les données que l'on avait déjà en notre possession. Donc cette étude a été apportée sur l'impact du dérèglement climatique, sur l'attractivité économique et touristique du territoire, puisque c'était les enjeux phares de notre exécutif. Donc nous avons travaillé avec le bureau d'études EGIS, qui a interviewé une vingtaine d'acteurs du territoire, chambres consulaires, syndicats d'eau, d'énergie, office de tourisme, notre SEM d'aménagement, etc., pour recueillir leur analyse des risques et leur vision prospective. Ce travail, assorti entre-temps d'ateliers, toujours avec l'équipe projet, a permis de faire émerger une quinzaine d'aléas majeurs, toujours au prisme du développement économique et du développement touristique. Et ensuite, pour chacun de ces aléas, on a répertorié un certain nombre d'indicateurs, des propositions d'orientation et d'action. Ça nous permet en fait de penser le territoire en atténuant les conséquences des risques et aussi d'adapter son développement. Et parallèlement à tout ce travail, on a eu la chance, en fait, grâce toujours à France Ville Territoire Durable, de travailler avec un étudiant en thèse de l'école des mines sur la territorialisation des limites planétaires. Donc, en fait, ça permet de dessiner les limites d'habitabilité du territoire. Il a surtout modélisé un donut, selon la théorie de l'économiste Kate Warus. Et en fait, ça nous permet aujourd'hui d'accéder à un outil qui est entièrement adaptable et d'envisager une représentation graphique du portrait de territoire. En fait, ça compile plafond environnemental et plancher social. Donc pour cela, bien sûr, on a travaillé sur les indicateurs que l'on avait recensés et on a travaillé aussi sur des indicateurs cibles, nationaux ou locaux, en fonction de la disponibilité des indicateurs, mais aussi des objectifs fixés par l'exécutif. Donc maintenant, en un coup d'œil, les élus peuvent identifier les indicateurs qui s'éloignent de l'extérieur du donut pour la partie environnementale et ceux qui s'éloignent le plus du centre, qui se rapprochent du centre en fait, pour la partie plancher social. Et ainsi, en fait, les priorités et les actions sont ciblées en un coup d'œil. Cet outil, en plus, est déclinable par thématique. On peut en faire un dédié à l'accès à l'eau, à la gestion des déchets, à l'habitat. Mais il peut également être déployé comme support d'arbitrage des projets d'investissement, parce qu'en fait, il donne une vision à 360 degrés des facteurs impactant un même projet. Donc nous sommes actuellement en cours de finalisation pour mettre ces outils et ces propositions à disposition de notre nouvel exécutif. Ce diagnostic était indispensable pour amorcer le travail d'élaboration du projet de territoire. Il offre une vision d'ensemble des problématiques les plus impactantes
mais également des atouts et forces sur lesquels s'appuyer. Un grand merci à nos invités pour leurs éclairages et à nos auditeurs pour leur écoute. Vous pouvez retrouver toutes les références citées lors de cet épisode sur la page du podcast. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux et rendez-vous à Dunkerque pour le prochain épisode pour parler réindustrialisation. À très vite.